Dans cette vidéo, on va parler des constructeurs chinois. Alors, c'est une étude américaine. Il faudra quand même prendre ça avec un petit peu, donc Airsoft, un peu de recul. Comme je l'ai déjà expliqué de toute façon sur les voitures chinoises aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a encore quelques mois, hein, pratiquement, en Europe, où voilà, c'était vraiment très léger d'un côté. De l'autre part, donc des constructeurs américains, des fois qui sont pas forcément mieux, mais sur la partie démontage, et on parlera aussi des voitures électriques, notamment sur les batteries, on n'a pas encore assez de recul. Sur la partie donc démontage, eh bien, on se rend compte que même Tesla produit des véhicules vraiment d'une autre manière. Donc là, les constructeurs chinois ont repris un petit peu donc les assemblages de ce que pouvait faire Tesla et à utiliser en fait pendant qu'en fait ils étaient en train de faire des véhicules thermiques d'une manière donc plutôt classique, on va dire, eh bien le véhicule électrique lui a été entièrement revu. Contrairement à nos constructeurs traditionnels, hein, que ce soit Renault, Peugeot ou autre, tu vois, c'est le véhicule électrique est plutôt assemblé d'une manière classique, donc comme nos véhicules pratiquement thermiques. En Chine, c'est complètement l'inverse. Alors, ils expliquent quelque chose sur notamment le ciel de toit, bon, qui pourrait se décoller, c'est-à-dire qu'a priori, les Américains utilisent, donc les constructeurs américains, des normes et des aimants, etc. Là, a priori, on parlerait de double face. Bon, je sais que les ciels de toit, chez Porsche, c'était pas trop ça. Surtout chez Jaguar. Donc, tout ça, encore une fois, est un peu compliqué dans la mesure où on n'a pas encore le retour, on n'a pas le recul, on va voir comment les véhicules donc, vieillissent. Est-ce qu'on va rentrer dans, ça fait déjà pas mal de temps, sur des véhicules en fait qui sont jetables? On le voit même déjà avec Mercedes, hein, sur leurs moteurs, que ce soit les moteurs diesel, hein, les 2 litres 2 CDI, qui sont passés sur des simples chaînes au lieu que ce soit des doubles, et malheureusement ça entraîne une casse de la chaîne très souvent au bout des 200 000, donc obligé de changer finalement une chaîne. On se peut se poser la question si finalement c'était pas mieux de mettre une courroie. Moi je trouve que c'est mieux une courroie. Entre 150 et 200 000 km tous les 10 ans, ça fait moins de bruit et finalement tout se change. Inévitablement, sauf que parce qu'on dit ouais, une chaîne ça change pas, etc. 300, 400 000, ça prend un petit peu de jus et de jeu, et à un moment donné en fait voilà, le galet tendeur et tout, ça fait pas toujours son taf. Donc c'est des choses qui sont inhérentes donc déjà aux véhicules thermiques, et comme je viens de l'expliquer, donc sur les véhicules donc électriques, c'est on va dire tout à fait normal qu'on a eu un process qui est complètement différent. Pour avoir vu donc des fabrications et essayer de regarder comment c'était fait, que ce soit les constructeurs chinois, que ce soit Tesla, que ce soit nos constructeurs un petit peu plutôt historiques, dans l'ensemble c'est plutôt assez bien fait. En fait c'est très compliqué de juger. On va falloir voir dans le temps. Et combien de temps? Pratiquement 30 ans. Comment les serrures, comment les portes, comment les coffres, comment en fait tout ça va tenir en fait dans le temps. Autant par exemple Hyundai et Kia, ça fait très longtemps qu'ils sont maintenant en place en Europe. On voit très bien la montée en gamme de ce type de constructeur. Pareil pour Toyota, même si c'est pas parfait. Quand je vois le coffre du RAV4, c'est très plastique et on sent qu'ils n'ont pas mis le budget là-dedans. Donc sur les moteurs, sur les boîtes CVT ou autres, ça tient plutôt bien la route, les batteries, etc. Donc ce qui est finalement inquiétant, c'est de se dire, est-ce qu'on aurait des véhicules qui seraient faits à la sauvette? Ça, ils n'en parlent pas dans leur article, mais je vous rappelle que la nouvelle Twingo va être de conception chinoise, comme avec la Dacia finalement Spring, et va être faite très rapidement, sous 12 à 16 mois de mémoire, alors que normalement c'est plutôt 3 ans, donc 36 mois, donc on va réduire ce temps-là. Tu imagines bien que très souvent, quand on réduit ce type de temps, en plus des conceptions, est-ce que ça va pas être bâclé? C'est la question qu'on peut se poser. Et ça, c'est la force de Tesla, on a beau dire ce qu'on veut, c'est de simplifier les choses pour autant d'avoir une conception et des pièces qui soient plutôt bonnes. J'avais vu notamment avec Sylvain qu'on a fait l'écran, qui était pour une grosse société de pièces d'échange, pour des très grosses sociétés et tout, et était étonné qu'en dessous, vous savez, pour le modèle 3 modèle Y, il y a 2 griffes de chaque côté, plus au milieu. C'est des malades. Pourquoi on a autant de trucs pour un truc, un vieux clash en plastique? Donc, il faudra voir, même si les Américains, encore une fois, ce ne sont pas parfaits, mais que, je vous rappelle que les pièces détachées, c'est pas, je crois que c'est une dizaine d'années maintenant, mais même si c'était 20 ans, quand tu as un véhicule qui a 30 ans, et que tu n'as plus forcément de pièces détachées, que le constructeur n'est plus en France, ou que ça ne fonctionne plus, etc., c'est des inquiétudes qui peuvent être importantes. Donc, voilà pour cette vidéo. À mon sens, c'est encore trop tôt pour en parler. Il va falloir voir ce que ça donne au bout de 20-30 ans et la réparabilité donc
châssis, batterie, comment s'il y a des problèmes de vitres, des levées de vitres, le service après-vente, etc. Mais c'est des choses qui peuvent inquiéter. Encore une fois, c'est très important de le comprendre parce que on n'a pas assez de recul sur une marque historique comme Mercedes, Volkswagen, Renault. Voilà, le constructeur est connu, on connaît les pannes sur des véhicules thermiques. Moi, je voyais par exemple sur le Cayenne, sur le 4GT, 955, ils ont corrigé sur le de mémoire le 957 et surtout, je crois, le 958, je crois, nouvelle génération, certains défauts, quoi que ce soit. Et lorsque même un ancien constructeur a une nouvelle plateforme, comme Porsche quand la Boxster est arrivée, mais là, la plateforme de Mercedes avec MMA, eh bien, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des erreurs, des fautes, des problèmes de conception et qu'il faille donc revoir des modifications. Mais, encore une fois, on le sait. Quand voilà, il y a eu des problèmes avec le THP ou le PureTech ou le TCE ou quoi, à partir du moment où vous achetez une nouveauté, que ça soit au niveau du châssis, du moteur, des batteries aujourd'hui, ou au niveau donc d'une nouvelle même usine d'un constructeur, eh bien vous avez des loupés. On l'a bien vu donc avec le modèle Y, quand il venait de Chine, il était plutôt bien assemblé, et au début, le modèle Y à Berlin, bah, ils n'étaient pas encore rodés. Donc, la question est de savoir finalement, est-ce que les produits sont fiables? Est-ce que le produit finalement, et le process, il est déjà rodé comme je viens de le dire? Est-ce que par rapport à ce rodage, finalement, il faudra corriger certains problèmes ou autres, qui a pu être fait ou quoi que ce soit? Et est-ce que finalement, ces problèmes donc vont être résolus, améliorés? On voit qu'on ne fait pas de miracle, par exemple, avec ce 1 litre de PureTech. C'est un fait. On a beau lui rajouter une chaîne, ça va éviter certains problèmes, mais le fait que le bouffe de l'huile, le fait que les gens, en fait, ne remettent pas d'huile, le fait qu'ils ne fassent pas forcément les révisions et ils ne s'en occupent pas et qu'il n'y ait pas l'entretien, ou que les préconisations qui sont faites ne sont pas forcément les bonnes, etc., 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 qu'on ne peut pas faire du long live sur 2 ans, etc. Donc, tout ça fait que. Et, dernièrement, bien, c'est d'une manière globale, comment l'assemblage, comment finalement va se comporter le véhicule, et de se dire, ben, des constructeurs, seront-ils là encore demain? J'ai fait une vidéo par exemple sur Ford, ça n'a pas choqué, en disant, bah, si on passe au tout électrique, le Mach-E ne se vend pas très bien en Europe, surtout en France, Allemagne et autres, etc. Il n'a pas a priori un bon rapport qualité-prix, et sur leur nouvelle monture en électrique, eh bien, c'est basé sur la plateforme de Volkswagen. Donc je pense que c'est très passionnant, c'est vraiment passionnant et c'est très intéressant, je voulais dire plutôt très passionnant, c'est très passionnant, c'est intéressant en tout cas, c'est qu'il va y avoir des fusions. On les voit un petit peu venir avec par exemple Rivian, Ford peut-être, Volkswagen, peut-être avec Xpeng, Geely avec Mercedes, peut-être avec Renault, mais il y a peut-être trop de constructeurs et il y a besoin de faire un peu plus donc de synergie. Et on voit bien qu'une plateforme, qu'elle soit thermique à la base ou électrique, ça coûte très cher, surtout quand c'est une vraie plateforme donc électrique. Ce qui a besoin d'une plateforme électrique, au-delà donc de son comportement routier, au-delà d'avoir des batteries qui soient relativement basses et un moteur qui ait un très bon rendement avec un BMS, c'est aussi les planificateurs. Donc en fait, il faut savoir un petit peu tout gérer, un petit peu comme Avatar. Donc qui finalement fait appel à Huawei, fait appel à Shenzhen et CATL. Donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, une voiture électrique, il faut une batterie, de l'infodivertissement, avoir de l'électronique, si on peut dire, et des choses intelligentes, etc. Et quand même un fabricant qui sache assembler tout ça. Voilà pour cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que y a de quoi s'inquiéter ou au final, comme je dis souvent, ça va bien se passer.